Bonjour, je m'appelle Léon Miller. J'ai 35 ans, je suis ingénieur en conception d'infrastructures dans une entreprise de construction à Portland, en Oregon. Si je devais décrire ma vie, ce serait probablement comme un plan technique. Chaque ligne est soigneusement calculée, pas trop tape à accent grave-l'œil, mais toujours intentionnel. Je vis selon des principes, je parle peu et je crois qu'avec des efforts, tout finira par bien se passer. C'est peut-être pour cela que j'ai toujours cherché à préserver ma petite famille. Monica, ma femme, et Mila, notre fille de 10 ans, en sécurité et aimée. Monica, ma femme, a 32 ans, elle est comptable pour un magasin de meubles local. Elle est pratique, adroite, mais parfois je vois dans ses yeux une lassitude qu'elle ne peut cacher. Peut-être que ce sont les jours répétitifs, les factures qui s'accumulent, ou la pression d'une vie qui n'est jamais facile. Monica a toujours été celle qui entretenait la flamme dans notre foyer, mais je sais que cette flamme vacille parfois. Et puis il y a Mila, notre lumière. Brillante et pleine de vie, elle adore dessiner. Et ses dessins, des champs de fleurs, des petites maisons au bord d'un lac, me font me demander comment une si petite âme peut contenir un monde si vibrant. Notre petite famille vit dans un appartement à Beaverton, une banlieue de Portland. Ce n'est pas luxueux, mais c'est confortable avec des murs couleur crème délavée, un canapé que Monica et moi avons acheté dans une friperie quand nous nous sommes mariés, et les dessins de Mila collés sur le frigo. Pour moi, c'est tout. Chaque soir, après une longue journée sur le chantier, je pousse la porte, je sens l'odeur du pain grillé de Monica, j'entends les rires de Mila alors qu'elle raconte sa journée d'école, et je sens mon cœur s'alléger. Ce sont les moments où je sais que je vis bien. Que chaque once d'épuisement en vaut la peine. Nous vivions comme ça, simplement, pas riches, mais contents. Je pensais que tant que nous étions tous les trois ensemble, rien n'était insurmontable. Mais la vie, comme un plan que j'ai vérifié 100 fois, cache parfois de minuscules défauts qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que tout s'effondre. Tout a commencé à changer un matin d'automne, quand les feuilles dorées couvraient le chemin du parc près de chez nous. Mila, comme d'habitude, se préparait pour l'école. Je me souviens encore clairement de ce jour. Elle portait son pull vert préféré, ses cheveux blonds attachés haut, fredonnant une chanson tout en coloriant un nouveau dessin. Mais quand je l'ai appelée pour le petit déjeuner, elle s'est figée, se tenant la tête, les yeux fermés. « Papa, j'ai le vertige », dit-elle, sa voix faible. Je me suis précipité vers elle, l'aidant à s'asseoir sur le canapé. Monica, au milieu de son café, s'est retournée, son visage traversé d'inquiétude. « Elle a probablement trop étudié », dit-elle, essayant de nous rassurer tous les deux. Dans les jours qui ont suivi, les vertiges de Mila sont devenus plus fréquents. Une fois, elle s'est évanouie en classe, provoquant la panique de son professeur et un appel pour nous. J'ai quitté une réunion au travail et j'ai foncé à l'école. Quand je suis arrivé, Mila était à l'infirmerie, pâle forçant un sourire. « Je vais bien, papa », dit-elle, bien que ses petites mains tremblaient en tenant les miennes. Je l'ai serrée dans mes bras, cachant la peur grandissante dans ma poitrine. Monica et moi avons décidé d'emmener Mila à l'hôpital. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente, l'odeur stérile d'antiseptique lourde dans l'air froid. Monica me tenait la main, mais nous étions tous les deux silencieux. Puis les résultats des tests sont arrivés, me frappant comme une chute dans un abîme. Mila avait une maladie de la moelle osseuse. Le médecin a expliqué, sa voix basse et prudente, que la condition n'était pas immédiatement mortelle, mais nécessitait un traitement à long terme. Les coûts des médicaments, des tests et des séjours à l'hôpital pourraient s'élever à des milliers de dollars par mois. Mes oreilles bourdonnaient en l'écoutant, serrant la main tremblante de Monica. Mila, assise à côté de nous, a levé les yeux clairs comme si elle ne comprenait pas encore ce qui se passait. Sur le chemin du retour, personne n'a parlé. Mila s'est endormie sur la banquette arrière tandis que Monica regardait par la fenêtre, le regard lointain. Je conduisais, essayant de me concentrer sur la route, mais mon esprit tourbillonnait de questions sans réponse. Comment allions-nous gérer? Comment pourrais-je protéger ma fille? Comment pourrais-je empêcher cette famille de se briser? Les semaines qui ont suivi ont changé nos vies. J'ai pris des projets supplémentaires, travaillant tard dans la nuit, ne rentrant parfois qu'à minuit. Chaque fois que j'entrais dans l'appartement, Mila était déjà endormie, et Monica était assise à la table de la cuisine, entourée de factures et de paperasses. J'ai essayé de la réconforter, mais mes mots me semblaient inadéquats. « Léon, tu ne vois pas que les choses empirent ?» a-t-elle demandé une nuit, sa voix lourde d'épuisement. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste tenu la main,
espérant que le geste pourrait dire ce que je ne pouvais pas. Mais la vérité, c'est que j'étais épuisé aussi. Les nuits passées à mon bureau sous des lumières fluorescentes, penché sur des plans, ressemblaient à une course contre la montre. J'avais besoin d'argent, beaucoup d'argent, pour garder Mila en bonne santé. Chaque fois que je la regardais, que je voyais son sourire briller malgré son corps affaibli, je me disais d'être plus fort. Mais au fond de moi, je savais que je perdais le contrôle. Monica a changé aussi. Autrefois patiente, elle est devenue irritable. Nos conversations se sont raréfiées, remplacées par de petites disputes. Tout ce que tu fais, c'est travailler, Léon. Penses-tu jamais à ce que je ressens, a-t-elle lancé un soir où je suis rentré tard à nouveau. Je voulais expliquer, dire que je faisais tout ça pour Mila, pour notre famille, mais ma gorge s'est serrée. Tu ne vois pas que j'essaie, ai-je rétorqué, ma voix tout aussi sèche. Mila, dans sa chambre, a dû entendre. J'ai entendu sa porte se fermer doucement et mon cœur s'est senti écrasé. Notre appartement autrefois confortable semblait maintenant étouffant. Les factures d'hôpital, les médicaments et les dépenses quotidiennes vidaient notre compte en banque plus vite que nous ne pouvions le remplir. J'ai remarqué que les yeux de Monica ne me regardaient plus de la même manière. Une fois, je l'ai surprise assise seule dans la cuisine, tenant son téléphone, le regard vide. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle n'a rien dit, c'est juste détourné. Les jours qui ont suivi sont devenus plus tendus. Les disputes sont devenues plus fréquentes. Les rires dans la maison ont été remplacés par des cris. Une fois, Monica a claqué un verre sur la table en criant « Je n'en peux plus de cette maison ». Je suis resté là à la regarder, ne sachant que faire. Mila, dans un coin de la pièce, serrait doucement un oreiller, les yeux remplis de larmes. Je voulais courir vers elle, la prendre dans mes bras, crier à Monica que nous avions besoin l'un de l'autre, mais je suis resté là, impuissant. Cette nuit-là, je suis resté allongé sur le canapé, incapable de dormir. Le tic-tac de l'horloge semblait compter nos jours heureux. J'ai pensé à Mila, à sa douleur, aux factures qui s'accumulaient, et à Monica, la femme que j'avais autrefois aimée plus que tout, qui m'échappait de jour en jour. Je me suis demandé, avais-je fait quelque chose de mal? N'étais-je pas assez pour maintenir cette famille unie? Les jours qui ont suivi sont devenus de plus en plus étouffants dans notre maison. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit dérivait constamment vers Mila et Monica. Mila allait toujours à l'école, dessinait toujours, mais j'ai remarqué une tristesse subtile dans ses yeux, difficile à définir. Monica, pendant ce temps, semblait devenir plus distante de jour en jour. Le matin, elle se préparait pour le travail avec une hâte inhabituelle, se maquillant plus soigneusement, portant un nouveau parfum, une odeur douce mais piquante, inconnue, différente de la Monica que je connaissais. « Je vois des amis ce soir », disait-elle légèrement, évitant mon regard. Je hochais la tête, la regardant partir. Mila, avec la sensibilité d'un enfant, a également remarqué le changement. Un après-midi, alors que je vérifiais ses devoirs, elle a hésité, ses petites mains se tordant. « Papa », dit-elle, sa voix basse comme si elle craignait que quelqu'un n'entende. Maman agit bizarrement ces derniers temps. J'ai levé les yeux, mon cœur se serrant. Bizarre comment, ma chérie, ai-je demandé, en essayant de garder un ton calme. Mila a baissé la tête, son doigt traçant le coin de son papier à dessin. Elle emmène toujours son téléphone dans sa chambre, chuchotant pendant longtemps. Une fois, quand je suis entré, elle a rapidement raccroché et m'a regardé comme si j'avais fait quelque chose de mal. Elle a levé les yeux, un mélange de curiosité et d'inquiétude. Maman est en colère contre moi, papa? J'ai pris Mila dans mes bras, cachant le malaise qui montait en moi. Non, ma chérie. Maman est juste fatiguée, probablement stressée par le travail. Je l'ai dit, mais je ne croyais pas mes propres mots. Mila a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas rassurée. Cette nuit-là, après que Mila se soit endormie, je suis resté allongé sur le canapé, fixant le plafond, essayant de repousser les images de Monica. Monica, avec ses yeux lointains, ses sorties nocturnes, ce parfum inconnu. Puis un matin, alors que Monica dormait encore, j'ai remarqué son manteau accroché à une chaise. Je n'étais pas du genre à fouiner. Je ne l'avais jamais été. Mais un coin de papier qui dépassait de la poche a attiré mon attention. Je l'ai sorti et mon cœur s'est arrêté. C'était un reçu d'un restaurant chic du centre-ville de Portland pour un dîner pour deux daté du mercredi précédent,
la nuit où Monica avait dit qu'elle restait tard pour finir de la paperasse. J'ai tenu le reçu, le lisant et le relisant, cherchant une explication raisonnable. Peut-être que c'était avec un collègue, un dîner de travail. Mais pourquoi ne l'avait-elle pas mentionné? Pourquoi mentir? J'ai commencé à perdre le sommeil. Chaque nuit, quand Monica rentrait à la maison, elle se glissait silencieusement dans la chambre sans un mot pour moi. Je la regardais, cherchant des signes de la Monica que j'aimais. La femme qui m'avait soutenu dans les moments difficiles, qui riait brillamment quand Mila a dessiné son premier dessin, qui m'a un jour tenu dans ses bras et a dit que nous serions ensemble pour toujours. Mais maintenant, je ne voyais qu'une étrangère. Je voulais lui demander, lui crier ce qu'elle faisait à notre famille, mais j'avais peur. Peur que sa réponse ne détruise tout. Au fond de moi, une peur vague a pris forme. Que cette petite famille, celle que j'avais tout sacrifié pour protéger, m'échappait. Pas à cause de la pauvreté ou de la maladie, mais parce que l'amour, la chose que je croyais autrefois incassable, se fissurait, et je ne savais pas quand cela avait commencé. Le malaise a grandi doucement, comme une fissure se propageant dans le verre, jusqu'à un soir où la tempête a éclaté sans avertissement. Je venais de rentrer du travail, épuisé après une longue journée sur le chantier. Mon manteau portait encore l'odeur de la poussière et du ciment. Mila était à la table de la salle à manger, absorbée par un nouveau dessin, ses yeux s'illuminant quand elle m'a vu. « Papa est à la maison », a-t-elle acclamé, courant pour me serrer dans ses bras. Je me suis penché, l'ai embrassé sur le front et j'ai essayé de cacher le poids dans mon cœur. Quelques instants plus tard, alors que Mila retournait dans sa chambre, je me suis retourné et j'ai vu Monica debout devant le miroir du salon. Ses cheveux légèrement bouclés, portant une robe noire moulante, l'odeur douce et piquante d'un parfum inconnu flottant d'elle. Elle tenait son sac à main, faisant défiler rapidement son téléphone, un sourire secret sur les lèvres. « Où vas-tu » ai-je demandé, ma voix douce mais teintée de curiosité. Monica a tressailli, sa main s'arrêtant sur l'écran du téléphone. Elle s'est retournée, ses yeux brièvement troublés avant de devenir froids. « Je vois des amis, comme d'habitude » a-t-elle répondu d'un ton égal, mais j'ai remarqué que sa prise sur son sac à main se resserrait. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une secousse comme de l'électricité me traverser. « Tu vois beaucoup d'amis ces derniers temps » ai-je dit, en essayant de garder un ton calme. « Y a-t-il quelque chose que tu me caches ?» Cette question a allumé la mèche d'une bombe. Monica s'est retournée, les yeux flamboyants de colère. « Qu'est-ce que tu fais, Léon? Tu m'espionnes? Tu ne fais pas confiance à ta propre femme ?» Sa voix était tranchante, coupante comme un couteau. Je suis resté immobile, sentant la chaleur me monter à la tête. « Je n'espionne pas » ai-je répondu, luttant pour rester calme. « Mais tu as changé, Monica. Je ne sais plus où tu vas ni ce que tu fais. Je veux juste comprendre. » Monica a éclaté d'un rire méprisant, son sourire dégoulinant de sarcasme. « Comprendre? Tu as le temps pour ça, hein, Léon? Pendant que notre fille est malade, tu es occupé à me soupçonner. Sais-tu à quel point je suis épuisé? Sais-tu ce que je dois endurer dans cette maison? » Ces mots m'ont frappé comme des coups de marteau sur la poitrine. Je voulais argumenter, dire que je travaillais d'arrache-pied pour Mila, pour nous, mais ma gorge s'est serrée. Au lieu de ça, je me suis entendu dire, ma voix tremblante. Mila l'a remarqué aussi, Monica. Elle a dit que tu chuchotais au téléphone, que tu raccrochais quand elle s'approchait. Elle est inquiète. Le savais-tu? Monica s'est figée, mais seulement une seconde. Puis elle a éclaté d'un rire froid et amer, les yeux étincelants de fureur. Mila, tu crois un enfant maintenant. Elle est malade. Elle est sensible. Elle imagine des choses et accuse sa propre mère. Et toi? Tu es assez naïf pour écouter un enfant. Ces mots étaient une lame tranchante et froide qui me transperçait. Je suis resté là, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Mila, notre fille fragile et sensible luttant contre une maladie cruelle, qualifiée d'accusatrice par sa propre mère. Je voulais crier, demander à Monica comment elle pouvait dire quelque chose de si insensible, mais je suis resté silencieux, mon esprit un enchevêtrement de colère et de douleur. Puis un petit sanglot du coin de la pièce m'a ramené à la réalité. Je me suis retourné, le cœur se serrant en voyant Mila debout derrière la porte, les yeux remplis de larmes, ses petites mains serrant son nouveau dessin. Elle avait tout entendu. Je l'ai appelée, ma voix, mais elle a fondu en larmes,
courant dans sa chambre, la porte claquant. Monica l'a regardé, mais n'a pas bougé. Au lieu de ça, elle s'est tournée vers moi, sa voix glaciale. Tu vois, Léon, c'est la maison dans laquelle tu veux que je continue à vivre. Étouffante, pleine de suspicion, pas un instant de paix. Elle a attrapé son sac à main, a claqué la porte et est sortie en trombe, me laissant dans l'appartement froid avec le bruit de la pluie et les sanglots étouffés de Mila. J'ai couru à la chambre de Mila, frappant doucement. Mila, ma chérie, ouvre la porte à papa. Il n'y a pas eu de réponse, seulement des sanglots étouffés. J'ai poussé la porte et je l'ai trouvée recroquevillée sur son lit, serrant son oreiller, le visage strié de larmes. Je suis désolé, papa, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Je ne voulais pas que maman soit en colère. Je veux juste qu'elle soit heureuse comme avant. Ces mots m'ont déchiré le cœur. Je me suis assis, la prenant dans mes bras, sentant son petit corps trembler. Ce n'est pas de ta faute, Mila, ai-je dit, en essayant d'empêcher ma voix de se briser. Maman et papa traversent juste une période difficile. Ne t'inquiète pas, ça va aller. J'ai apaisé Mila pour qu'elle s'endorme, doucement, en chantant la berceuse que Monica avait l'habitude de chanter quand elle était petite. Mais chaque note, chaque mot ne faisait que me rappeler les jours où nous étions heureux. Des jours qui semblaient maintenant de lointains souvenirs. Quand Mila s'est enfin endormie, je suis resté assis à côté d'elle, regardant son visage pâle, submergé par une douleur indescriptible. Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal, pourquoi Monica avait changé, ni comment maintenir cette famille unie. Tout ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là, tout semblait s'effondrer. Toute la nuit, je suis resté assis sur le canapé, attendant le retour de Monica. La pluie dehors se mêlait au tic-tac de l'horloge, chaque seconde s'étirant à l'infini. J'ai regardé le dessin de Mila sur la table, nous trois nous tenant la main sous le soleil, et j'ai ressenti une profonde tristesse. Je voulais croire que Monica était juste fatiguée, qu'elle m'aimait toujours, qu'elle aimait Mila, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais au fond de moi, je savais que la vérité n'était pas si simple. J'ai tenu ma tête, essayant de bannir l'image du reçu du restaurant, des conversations téléphoniques et des yeux lointains de Monica. Le lendemain matin, alors qu'une faible lueur de l'aube filtrait par la fenêtre, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Monica est entrée, les cheveux mouillés par la pluie, le visage froid. Elle ne m'a pas regardé, a juste enlevé silencieusement son manteau et s'est dirigée vers la salle de bain. Monica, ai-je appelé, ma voix après une nuit sans sommeil. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Nous devons parler, ai-je dit, mais elle a seulement secoué la tête. Je suis fatigué, Léon. Plus tard. Puis elle a fermé la porte, me laissant debout dans l'appartement silencieux, avec l'impression que le monde m'échappait. Les jours qui ont suivi ont été d'une lourdeur étouffante. Monica partait tôt et rentrait tard, parfois pas du tout. Quand elle était à la maison, elle parlait à peine, répondant par des tons secs quand je posais des questions. Elle évitait mes yeux, évitait Mila. Je suis devenu le seul soignant, emmenant Mila à l'école, vérifiant ses devoirs, lui lisant des histoires avant de dormir. Mila mentionnait rarement sa mère, mais je la voyais se renfermer, ses dessins n'étant plus vibrants. Au lieu de cela, il portait des tons sourds, des images solitaires, une fille debout seule au bord d'un lac, sans père, sans mère. J'ai essayé de faire fonctionner les choses comme d'habitude, le travail, les soins à Mila, le paiement des factures. Mais chaque nuit, assis dans l'appartement calme, je sentais que la chaleur de notre famille avait disparu. Monica était toujours là, mais comme un fantôme, présente mais pas vraiment là. Je la regardais, cherchant un signe d'amour, de connexion, mais je ne trouvais que de la froideur. Et en moi, cette peur, la peur de perdre notre famille, grandissait comme une vague, prête à tout avaler. Un matin de début d'hiver, alors que je passais en revue des plans au bureau, mon patron m'a appelé dans son bureau. Un homme d'âge mûr avec des cheveux poivre et sel et des yeux vifs. Il a posé une épaisse pile de documents devant moi. Léon, dit-il, sa voix basse mais pesante. L'entreprise vient de remporter un important projet d'infrastructure à Seattle, un nouveau pont dans la zone portuaire. Nous voulons que vous dirigiez l'équipe de conception. Si vous réussissez, il y aura une prime substantielle et une chance de promotion. Je suis resté assis là, absorbant ces mots, sentant comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. La prime, si elle était aussi importante qu'il le laissait entendre, pourrait couvrir des mois de traitement de Mila, rembourser les dettes de cartes de crédit,
et peut-être même laissé assez pour l'emmener quelque part se reposer. Mais en le regardant, l'excitation initiale a été rapidement éclipsée par un vague malaise. Le projet dure 2 semaines, Léon, a-t-il poursuivi. Vous devrez être à Seattle à plein temps. Je sais que vous avez beaucoup à faire avec votre famille, mais c'est une grande opportunité. Vous le méritez. J'ai hoché la tête, les remercié. Mais en quittant son bureau, mes jambes me semblaient lourdes. 2 semaines. 2 semaines loin de Mila, de l'appartement, de Monica, que je n'étais même plus sûr de comprendre. En rentrant chez moi, mon esprit était en désordre. J'ai pensé à Mila, à son effondrement dans mes bras à cause de l'épuisement, à ses vertiges soudains, à ses yeux brillants mais fragiles. Pourrais-je la quitter? Monica pourrait-elle s'occuper de Mila pendant mon absence, avec son cœur et son esprit là où ils étaient? Ce soir-là, je me suis assis au chevet de Mila, la regardant dormir. La lueur de la veilleuse illuminait son visage, mettant en valeur ses cheveux blonds emmêlés et ses longs cils tremblants. Elle avait l'air paisible, mais je savais que son corps luttait contre une maladie cruelle. Je lui ai doucement caressé les cheveux, pensant aux jours que nous avions passés à dessiner, à rire, à rêver de voyages lointains. Puis j'ai pensé à Monica. Ses sorties nocturnes, son sourire lointain, le reçu du restaurant qui me hantait toujours. Je voulais croire que malgré le fossé entre nous, l'instinct maternel de Monica garantirait qu'elle s'occuperait correctement de Mila. Je devais le croire. Pour Mila, pour son avenir, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Le lendemain matin, j'ai parlé du projet à Monica. Elle faisait du café, le dos tourné, les cheveux attachés comme d'habitude. Je vais à Seattle pour 2 semaines, ai-je dit prudemment. C'est un grand projet. Si ça se passe bien, il y aura une prime, assez pour couvrir les besoins de Mila pendant un certain temps. Monica a fait une pause, mais ne s'est pas retournée. C'est vrai? A-t-elle dit platement. Bien. Fais-le. J'ai attendu une réaction, une question, un mot d'encouragement, même un regard, mais il n'y a rien eu. Elle a continué à verser du café comme si je venais de parler de la météo. J'ai ravalé ma déception, me disant qu'elle était juste fatiguée. Mais alors qu'elle quittait la maison dans une nouvelle robe, l'odeur familière de son parfum persistant près de la porte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Elle s'en fichait. La veille de mon départ, j'ai passé la soirée avec Mila. Je me suis assis avec elle, j'ai vérifié ses devoirs, je lui ai raconté des histoires sur les ponts que j'avais conçus. Ses yeux pétillaient en m'écoutant, m'interrompant de temps en temps pour demander « Papa, ce pont est-il aussi joli que ceux de mes dessins ?» J'ai ri, lui ébouriffant les cheveux, encore plus joli, parce que je le construirai pour toi. Avant de se coucher, je lui ai rappelé de prendre ses médicaments, de ne pas veiller tard pour étudier, et j'ai promis. Quand je reviendrai, tu auras une grande surprise. Mila a souri, me serrant fort dans ses bras. Je veux juste que tu reviennes bientôt, a-t-elle murmuré. Ces mots m'ont piqué, mais je l'ai embrassée sur le front et j'ai dit, je serai de retour vite, ma chérie. Seattle m'a accueilli avec de la bruine et un froid mordant. J'ai séjourné dans un petit hôtel près du port où le projet était en cours. Le travail a commencé immédiatement avec de longues réunions, des révisions urgentes de plans et la pression de l'équipe d'ingénierie. Mais je ne me suis pas plaint. Chaque fois que je me sentais fatigué, je pensais à Mila, à son sourire, aux médicaments coûteux dont nous avions besoin. Je me suis dit que tout en vaudrait la peine, que ce voyage serait un nouveau départ pour notre famille. Les premiers jours, j'ai appelé à la maison tous les soirs. Mila répondait toujours, sa voix enjouée parlant de l'école, de ses nouveaux dessins, du chat des voisins qu'elle aimait. Maman a été plus gentille ces derniers temps, papa, a-t-elle dit une fois, ravivant une lueur d'espoir en moi. Elle m'a même fait des biscuits. J'ai souri, j'ai demandé des nouvelles de Monica, mais Mila disait souvent, maman est occupée. Elle t'appellera probablement plus tard. J'ai hoché la tête, sachant que Monica n'appellerait pas. Ces appels étaient le seul remède qui me tenait pendant mon absence. Mais chaque fois que je raccrochais, je sentais un vide dans ma poitrine. Le travail à Seattle est devenu intense. Les réunions s'éternisaient après minuit. Les rapports devaient être soumis d'urgence et les problèmes techniques s'accumulaient, me laissant à peine le temps de respirer. Je rentrais à l'hôtel à 1h du matin, le corps endolori, m'effondrant sur le lit. Certains soirs, je prenais mon téléphone pour appeler Mila, mais je m'arrêtais en réalisant qu'il était trop tard. J'appellerai demain, me disais-je.
Mes deux mains étaient englouties par le tourbillon du travail. Je me suis rassuré en me disant que ce n'était que pour quelques jours de plus, que ce projet changerait tout pour Mila, pour notre famille. Un soir, alors que je vérifiais mes emails dans ma chambre d'hôtel, mon téléphone a vibré. C'était Mila. « Papa, tu me manques » dit-elle doucement. J'ai souri, mon cœur se réchauffant. « Tu me manques aussi, ma chérie. Tu vas bien ? Maman s'occupe bien de toi. » Mila a hésité. « Maman, elle est beaucoup sortie, mais je vais bien. Ne t'inquiète pas. » J'ai entendu un tremblement dans sa voix et mon cœur s'est serré. « Je serai bientôt à la maison, » ai-je dit, forçant la gaieté dans mon ton. « Juste quelques jours de plus et tu auras ce nouvel ensemble de peintures. » Mila a gloussé et ça m'a donné de la force. Les derniers jours à Seattle, j'ai travaillé comme une machine, me pressant de tout finir plus tôt. Je voulais rentrer à la maison, serrer Mila dans mes bras, regarder dans les yeux de Monica et trouver une trace de ce que nous avions autrefois. J'ai pensé à la prime, au remboursement des dettes, à emmener Mila dans un parc pour dessiner au bord d'un lac. J'ai pensé à des jours meilleurs, quand notre famille était entière. L'espoir et l'inquiétude s'entremêlaient en moi comme deux cordes nouées serrées. Je croyais que ce voyage était une chance, une lumière au bout du tunnel. Mais je ne savais pas qu'à mon retour, cette lumière s'éteindrait, laissant une obscurité que je n'aurais jamais pu imaginer. Le projet à Seattle a dépassé les attentes. Grâce aux efforts acharnés de l'équipe, nous avons terminé avec 3 jours d'avance. Quand mon patron m'a tapé sur l'épaule en disant que la prime arriverait bientôt sur mon compte, une étincelle d'espoir a jailli en moi. J'ai imaginé la joie de Mila devant un nouvel ensemble de peintures. Le sourire de Monica en apprenant que nous pouvions rembourser une partie de nos dettes. J'ai fait mes valises à la hâte, j'ai réservé le premier bus pour Portland, et alors que les forêts de l'Oregon défilaient par la fenêtre dans la lueur du coucher de soleil, je me suis dit que tout irait bien. Tant que je rentrais à la maison, tant que j'étais avec Mila, nous pouvions arranger les choses. Mais quand j'ai poussé la porte de notre appartement de Beaverton, un silence glacial m'a accueilli. Pas de rire de Mila, pas d'odeur de pain grillé de Monica, pas de bourdonnement de la télévision qui jouait habituellement dans le salon. L'appartement était sombre, éclairé seulement par les lampadaires filtrant par la fenêtre. « Monica, Mila » ai-je appelé, ma voix résonnant dans l'espace vide. Personne n'a répondu. J'ai allumé la lumière, vérifiant chaque pièce, le cœur battant à tout rompre. Le lit de Mila était vide, sa couverture soigneusement pliée. La cuisine ne montrait aucun signe de dîner. J'ai ouvert le frigo, trouvant quelques yaourts périmés, comme si personne n'y avait touché depuis des jours. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Monica. La ligne a sonné sans fin, puis est passée à la messagerie vocale. J'ai rappelé, 1 fois, 2 fois, mais toujours pas de réponse. J'ai essayé Mila, espérant entendre sa voix enjouée, mais je n'ai obtenu que la même sonnerie creuse. Mon cœur battait la chamade, une peur glaciale me parcourant l'échine. Ils sont juste sortis se promener, me suis-je dit, en essayant de rester calme. Peut-être que Monica a emmené Mila au parc ou chez un ami. Mais pourquoi personne ne m'avait prévenu? Pourquoi leurs 2 téléphones étaient-ils injoignables? Je me suis affalé sur le canapé, les mains tremblantes, cherchant une explication logique. Puis mon téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu, ma voix. Allô? Une voix féminine calme mais urgente a retenti. Monsieur Miller, ici une infirmière de l'hôpital central de Portland. Votre fille, Mila, est ici. Nous avons besoin que vous veniez signer des papiers. Il n'y a personne avec elle en ce moment. Mon corps s'est figé comme si le sang dans mes veines avait cessé de couler. Mila, qu'est-ce qui ne va pas avec elle, ai-je demandé, ma voix tremblante. L'infirmière a hésité. Elle a eu une anémie sévère et a été admise il y a 3 jours. Elle est stable maintenant, mais vous devriez venir immédiatement. Je ne me souviens pas avoir raccroché ni m'être précipité hors de la maison. Je me souviens seulement d'avoir filé à toute vitesse dans les rues de Portland, la pluie battant, les feux de circulation se brouillant dans mes yeux. Mila, ma petite fille, était à l'hôpital, seule, et je ne le savais pas. Où était Monica? Où était-elle quand notre fille avait le plus besoin d'elle? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, mais je n'avais pas le temps pour les réponses. J'avais juste besoin d'être avec Mila maintenant. À l'hôpital, j'ai couru aux urgences, à bout de souffle. Une infirmière m'a conduit dans un couloir froid où j'ai vu Mila à travers une vitre.
Elle gisait immobile, entourée de perfusions et de moniteurs cardiaques. Son petit visage était pâle. Ses lèvres gerçaient, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement. Je suis resté là, agrippant le cadre de la porte, sentant tout s'effondrer en moi. Mila, ma lumière, était allongée là, et je n'avais pas été avec elle. Je l'avais quittée pour aller à Seattle, poursuivant une opportunité qui semblait maintenant dénuée de sens. Une infirmière d'âge mûr aux yeux bienveillants m'a touché l'épaule. Monsieur Miller. Elle est stable maintenant, mais elle a besoin de soins spéciaux. J'ai hoché la tête, ravalant la douleur. Qui l'a amenée ici? Ai-je demandé, ma voix rauque. L'infirmière a hésité. Ses grands-parents. Ils l'ont amenée il y a 3 jours, se sont occupés de l'admission, mais sont partis ensuite. Ils ne sont venus la voir qu'une fois hier. Mon sang a bouillonné. Les parents de Monica, ses grands-parents, avaient laissé Mila seule ici pendant 3 jours. Ont-ils dit quelque chose? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. L'infirmière a secoué la tête. Je l'ai remerciée, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. J'ai sorti mon téléphone, appelant Monica, puis ses parents. Personne n'a répondu. Je ne pouvais plus rester à l'hôpital. Je ne pouvais pas simplement m'asseoir et attendre. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir ce qui était arrivé à ma fille. J'ai conduit directement chez les parents de Monica, dans la banlieue de Portland. Mon esprit en désordre, mon cœur se contractant. Quand j'ai frappé à leur porte, la nuit était tombée. La mère de Monica, Hélène, a ouvert, son expression froide. Léon, dit-elle, sa voix dénuée de chaleur. Le père de Monica, Richard, se tenait derrière elle, silencieux. Mila est à l'hôpital, ai-je dit, ma voix tremblante de colère et de douleur. Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi l'avez-vous laissée seule? Hélène a froncé les sourcils, croisant les bras. C'est ta fille, Léon, pas la nôtre. Nous l'avons amenée à l'hôpital. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Que veux-tu de plus? Je suis resté là, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Fais ce qu'il fallait faire? Vous l'avez laissée seule à l'hôpital. Mila n'a que 10 ans. Elle a besoin de sa famille. Les yeux d'Hélène se sont rétrécis. La famille? Tu devrais demander à Monica où elle est. Elle a laissé Mila avec nous et est partie en voyage avec un ami. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause et franchement, nous pensons qu'elle le méritait. Nous nous sommes occupés de la fille pendant quelques jours. C'est plus que suffisant. Et tu es là à nous questionner? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing au visage. Je suis resté figé, les yeux vides, incapable de comprendre. Monica, en voyage avec un ami pendant que Mila était à l'hôpital, luttant contre une maladie cruelle. Je voulais crier, me déchaîner, mais mon corps était paralysé. Richard a pris la parole, sa voix calme, mais non moins tranchante. Monica est jeune, Léon. Elle a le droit de trouver le bonheur ailleurs, avec quelqu'un de plus digne. Tu ne peux pas la garder piégée dans cette vie difficile pour toujours. Ces mots ont jeté de l'huile sur le feu, mais je n'ai pas réagi. J'ai serré les poings, les ongles s'enfonçant dans mes paumes, luttant pour contenir ma rage. Merci d'être honnête, ai-je dit, ma voix basse et glaciale. Puis je me suis retourné et j'ai quitté leur maison sans regarder en arrière. Cette nuit-là, je suis retourné à l'hôpital, assis en silence dans le couloir. À travers la vitre, je regardais Mila dormir, ses petites épaules se soulevant et s'abaissant sous la faible lumière. Je voulais entrer, la prendre dans mes bras, lui dire que papa était là, que tout irait bien. Mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté assis là, les épaules tremblantes, retenant mes sanglots. Mila, ma petite fille, avait été seule ici pendant que sa mère partait en voyage, pendant que j'étais pris à Seattle. J'avais échoué, pas seulement avec Monica, mais avec Mila. Dans l'obscurité de ce couloir d'hôpital, j'ai juré que je ne laisserais plus jamais ma fille seule. Les jours qui ont suivi, j'ai à peine quitté l'hôpital. J'ai pris quelques jours de congé, prétextant une urgence familiale. Mon patron, satisfait du succès du projet de Seattle, a immédiatement accepté, me disant de me concentrer sur Mila. Je me suis assis à son chevet, lui tenant la main, sentant ses petits doigts fragiles dans ma paume. Mila se remettait lentement, son sourire revenant, bien que toujours faible. Papa,
j'ai rêvé que je peignais un immense tableau de notre famille au bord d'un lac, dit-elle, sa voix claire mais fatiguée. J'ai souri, lui racontant des histoires drôles sur le chat paresseux du chantier, sur la fois où j'ai failli renverser du café sur un plan. Mila a gloussé, et chacun de ses rires semblait dissiper l'obscurité dans mon cœur. J'ai tout fait pour l'aider à oublier la douleur, à oublier ses jours solitaires à l'hôpital. Je lui ai apporté ses livres d'images préférés, j'ai chanté de vieilles berceuses, et j'ai même essayé de dessiner avec elle, bien que mes lignes maladroites la fassent toujours rire. « Papa, tu es nul à ça. » Elle a taquiné et j'ai fait semblant de bouder juste pour voir ce sourire persister un peu plus longtemps. Après près de 2 semaines de traitement intensif, l'état de Mila s'est stabilisé. Le médecin l'a transférée dans une chambre normale, et j'ai eu l'impression de pouvoir à nouveau respirer, mais le soulagement a été de courte durée. Un matin, pendant que Mila dormait, le médecin m'a appelé dans une pièce privée. Un homme plus âgé aux yeux calmes, il s'est assis en face de moi, tenant un dossier épais. « Monsieur Miller », a-t-il commencé lentement. « Nous avons examiné les récents résultats des tests de Mila et sa réponse au traitement. » J'ai hoché la tête, le cœur battant, espérant de bonnes nouvelles. Mais ensuite il a soupiré, les yeux lourds. Son état s'aggrave. Avec le plan de traitement actuel, nous ne pouvons maintenir sa santé que pendant environ 4 à 5 ans. Ces mots m'ont frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. Je suis resté assis là, incapable de bouger, incapable de respirer. 4 à 5 ans. Mila, ma petite fille, n'avait plus que quelques années à vivre. Je voulais crier, demander s'il se trompait, implorer un miracle. Mais je suis resté assis, les mains si serrées que mes ongles s'enfonçaient dans ma peau. « En êtes-vous sûr ?» ai-je demandé, ma voix. Le médecin a hoché la tête, les yeux pleins de regret. « Nous ferons tout notre possible, mais vous devez vous préparer. » Me préparer. Comment pouvais-je me préparer à perdre ma fille? Comment pouvais-je accepter que Mila, ma seule lumière, ne serait plus là? J'ai quitté la chambre du médecin, marchant sans but. Je suis resté longtemps dans le couloir de l'hôpital, regardant par la fenêtre la pluie incessante de Portland. J'ai pensé à Mila, à ses dessins, à son sourire, et j'ai senti mon cœur se déchirer. Mais je ne pouvais pas la laisser savoir. Mila ne devait pas savoir que son temps était compté. J'ai essuyé mes larmes, pris une profonde inspiration, et je suis retourné dans sa chambre, forçant un sourire que j'espérais cacherait ma douleur. Ce soir-là, je me suis assis au chevet de Mila, lui tenant la main. Elle m'a regardé, les yeux clairs. « Papa, je vais guérir, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai souri, lui serrant la main. « Tout ira bien, ma chérie. Papa est là, toujours. » Mais en parlant, je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Je devais être fort, pas seulement pour Mila, mais pour moi-même. Je devais lui offrir les jours les plus heureux possibles, aussi douloureusement courts soient-ils. Mila est sortie de l'hôpital une semaine plus tard. Je l'ai ramenée dans notre petit appartement de Beaverton où ses dessins couvraient encore les murs. J'ai essayé de garder les choses telles qu'elles étaient, préparant le petit déjeuner pour Mila, l'emmenant à l'école, vérifiant ses devoirs. Mais chaque fois que je la regardais, je voyais le sablier dans mon cœur se vider plus vite. Je voulais arrêter le temps, garder Mila pour toujours, mais je savais que c'était impossible. Puis Monica est revenue. J'ai entendu la porte s'ouvrir et elle est entrée, tirant une petite valise. Elle portait un nouveau manteau, les cheveux bouclés, l'air radieux comme si elle revenait de longues vacances. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a adressé un faible sourire à Mila. « Et, vous allez bien tous les deux ?» a-t-elle demandé, sa voix plate comme si elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Je suis resté là, les poings serrés, luttant contre la colère qui montait en moi. Je voulais crier, lui dire que Mila avait failli mourir, qu'elle avait été seule à l'hôpital pendant que Monica voyageait. Mais je n'ai rien dit. J'ai décidé de garder secret le séjour de Mila à l'hôpital, pas pour Monica, mais pour Mila. Je ne voulais pas qu'elle entende des disputes, qu'elle endure plus de douleur. « Nous allons bien ?» ai-je dit froidement, les yeux fixés sur elle. Monica a haussé les épaules, a posé sa valise et est allée à la cuisine, agissant comme si tout était normal. Mila, du coin de la pièce, serrait doucement son nouveau dessin, les yeux tristes. « Maman » a platté-elle doucement, mais Monica s'est seulement retournée, arborant un sourire étrange. « Je suis fatiguée, Mila. On parlera demain. » « D'accord. » Puis elle est allée dans sa chambre et a fermé la porte.
Les jours qui ont suivi sont devenus plus lourds. Monica était là, mais pas vraiment présente. Elle partait tôt, rentrait tard, parfois pas du tout. Quand elle était à la maison, elle restait assise en silence, faisant défiler son téléphone, nous ignorant, moi et Mila. Je m'occupais seul de Mila, l'emmenant à ses rendez-vous médicaux, m'assurant qu'elle prenait ses médicaments à temps. Chaque fois que je regardais Monica, elle ressemblait de plus en plus à une étrangère. Puis un soir, alors que Mila dormait, Monica m'a regardé, sa voix empreinte de sarcasme. « Tout ce que tu fais, c'est nous rendre malheureux, Mila et moi. Léon, penses-tu jamais à ce dont j'ai besoin ?» Ces mots ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis resté là, regardant la femme que j'avais aimée, avec qui j'avais promis de construire une famille. Mais maintenant, je ne voyais qu'une étrangère qui avait abandonné Mila, qui m'avait abandonné. Je n'ai pas parlé, n'ai pas blâmé, ne me suis pas plaint. Mon silence l'a déconcertée, mais elle s'est rapidement détournée comme si elle ne voulait pas me faire face. Quelques jours plus tard, j'ai demandé le divorce. Je ne voulais ni drame ni dispute. J'ai seulement demandé la garde de Mila, la seule chose qui comptait. Monica n'a pas objecté. Elle a signé les papiers avec une froideur glaçante, comme si quitter cette famille était quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte, me regardant une dernière fois. Au moins, maintenant, je suis libérée de ce fardeau, dit-elle, sa voix dénuée d'émotion. Ces mots m'ont fait plus mal que n'importe quelle blessure que j'ai jamais ressentie, mais je suis resté silencieux, la regardant tirer sa valise hors de l'appartement, la porte se refermant derrière elle. Je me suis retourné, me dirigeant vers la chambre de Mila. Elle dormait, le visage paisible, ignorant que sa mère était partie. Je me suis assis à côté d'elle, la serrant près de moi, murmurant « Je ne te laisserai plus jamais seule ». Des larmes coulaient silencieusement, mais je savais que désormais, ce serait juste Mila et moi. Et je ferais tout pour la protéger, même si nous n'avions que quelques années, même si mon cœur était brisé. Après le départ de Monica, j'ai décidé que nous ne pouvions pas rester dans l'appartement de Biverton. Il contenait trop de souvenirs. Des jours de bonheur mêlés à des nuits de disputes. J'ai vendu l'appartement en utilisant l'argent du projet de Seattle et la prime pour acheter une plus petite maison à Lake Oswego, près du lac et d'un parc. La maison n'était pas grande, juste assez pour nous deux, mais de la fenêtre, je pouvais voir le lac scintiller sous la lumière du soleil, et Mila pouvait s'asseoir et dessiner près du parc, où la brise portait l'odeur de l'herbe fraîche. Je voulais qu'elle ait un endroit paisible où chaque jour serait un cadeau. Mila a adoré Lake Oswego dès le premier jour. « Papa, ce lac est comme celui de mes dessins », s'est-elle exclamée, serrant l'ensemble de peintures que j'avais acheté à Seattle. J'ai souri, la regardant courir vers le bord du lac, ses cheveux blonds volant au vent. Je savais que son temps était limité, mais je refusais de laisser cette ombre hanter nos jours ensemble. Je voulais que Mila vive pleinement, qu'elle soit heureuse, libérée des soucis de sa maladie ou des blessures que sa mère avait laissées. Je suis resté en contact avec mes parents à Boulder, dans le Colorado. Ils m'avaient soutenu discrètement pendant les années difficiles, appelant toujours pour prendre des nouvelles, envoyant des cartes manuscrites avec de simples mots d'encouragement. « Tu es plus fort que tu ne le penses, Léon », a dit ma mère une fois au téléphone, sa voix tremblante. Je n'ai pas beaucoup parlé de Monica ou de ce qui s'est passé, mais je savais qu'ils comprenaient. Ils n'ont pas posé de questions, m'ont seulement rappelé d'amener Mila en visite quand je le pourrais. Parfois, j'emmenais Mila à Boulder où mes parents vivaient dans une petite maison en bois au pied des montagnes. Ces jours étaient comme un baume réparateur. Mila aidait ma mère à jardiner, désherbant et plantant soigneusement les violettes qu'elle aimait. J'aidais mon père à réparer le toit du porche, écoutant ses histoires sur sa jeunesse. Dans ces moments, avec la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et le rire de Mila résonnant du jardin, je ressentais une paix rare, un sentiment que j'avais presque oublié. « Papa, je veux rester ici pour toujours », a dit Mila une fois alors que nous étions assis sur la balançoire du jardin, regardant les montagnes s'estomper dans le coucher de soleil. Je l'ai serrée dans mes bras, souriant. « Nous reviendrons, ma chérie. » Plusieurs fois, mais au fond de moi, je savais que chaque voyage était ma tentative de retenir le temps, de garder Mila avec moi un peu plus longtemps. Grâce au succès de Seattle, j'ai été promu ingénieur en chef pour la supervision des projets régionaux. Le revenu stable était suffisant pour couvrir les traitements de Mila et éviter que notre vie ne soit trop tendue. Je travaillais dur, mais je ne laissais plus le travail me consumer. Chaque jour, je prenais du temps pour Mila. Le matin,
nous prenions le petit déjeuner ensemble, généralement des toasts à la confiture de fraises qu'elle aimait. Le soir, nous cuisinions ensemble, regardions de vieux dessins animés ou nous promenions au bord du lac. Mila aimait s'asseoir au bord de l'eau pour peindre des paysages pendant que je m'asseyais à proximité, faisant semblant de lire, mais en réalité je la regardais simplement, mémorisant chaque instant. Mila est devenue une adolescente douce, aimant l'art, toujours optimiste. Je ne lui ai jamais parlé du pronostic du médecin, ne voulant pas que l'ombre de sa maladie assombrisse ses jours. Elle ne savait pas que chaque jour la rapprochait de la fin. Elle continuait à peindre, à rire, à me parler de ses rêves de devenir artiste, de créer de grandes peintures pour les musées. « Je peindrai le monde entier pour toi, papa », disait-elle. Et je hochais la tête, souriant, cachant la douleur qui me déchirait le cœur. Chaque année, nous écrivions une liste de petits rêves. Mila appelait ça notre carte du bonheur. Nous innocions des choses simples, planter un parterre de fleurs devant la maison, regarder les feux d'artifice le 4 juillet, peindre le lac en automne. J'essayais de réaliser chacun d'eux, aussi petit soit-il, sachant que c'était ainsi que Mila pouvait vivre pleinement. Une fois, nous avons planté des marguerites jaunes dans le jardin de devant, Mila couverte de terre mais rayonnante. « Papa, ces fleurs fleuriront pour toujours, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, bien que je sache que rien ne dure éternellement. 5 ans ont passé en un clin d'œil. Mila était maintenant une jeune fille de 15 ans, plus grande, mais toujours délicate, avec des yeux brillants et un sourire qui ne s'est jamais estompé. J'ai tout fait pour la garder heureuse, mais chaque examen de routine apportait les regards inquiets du médecin et des résultats de tests qui s'aggravaient. J'ai tout caché, disant à Mila qu'elle allait de mieux en mieux, que tout irait bien. Mais à l'intérieur, je savais que le temps était compté. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient autour du lac, Mila était assise sur un banc de parc en train de peindre. Je me suis assis à côté d'elle, lisant un journal, mais la regardant secrètement. Elle travaillait sur une scène du lac avec des cygnes blancs glissant sur l'eau. « Papa, celui-ci est un cadeau pour toi, » dit-elle, sa voix joyeuse. J'ai souri, sur le point de répondre quand elle s'est soudainement figée, se tenant la poitrine, son crayon tombant par terre. « Papa » a-t-elle murmuré, puis s'est effondrée, inconsciente. Je me suis précipité vers elle, la tenant, criant son nom avec panique. Tout est devenu flou. J'ai appelé une ambulance, j'ai tenu Mila sur le chemin de l'hôpital, priant, suppliant quiconque écoutait de la sauver. À l'hôpital, le médecin m'a regardé, les yeux lourds. Son corps ne répond plus au traitement, a-t-il dit, sa voix basse. Il lui reste très peu de temps. Je suis resté là, sentant le monde s'effondrer. Mila, ma petite fille, ma lumière, m'échappait pour toujours. Dans ces dernières heures, je suis resté assis à son chevet, lui tenant la main. Elle était faible, mais ses yeux brillaient encore d'amour. « Papa » a-t-elle murmuré, sa voix fragile. « Je n'ai pas peur. J'étais si heureuse d'être avec toi. » Je me suis penché, l'embrassant sur le front, les larmes coulant. « Tu es la meilleure chose de ma vie » ai-je dit, ma voix se brisant. Mila a souri, un sourire paisible, puis a fermé les yeux, me laissant pour toujours dans un vide insondable. Je l'ai tenu, silencieux, incapable de parler. Une seule promesse s'est échappée de mon cœur. Je vivrai le reste de ma vie pour toi. Je me suis accroché à Mila, sentant sa dernière chaleur, sachant que ma vie ne serait plus jamais entière. Les funérailles de Mila ont été dignes mais simples, tout comme sa vie. Amis, collègues et voisins de l'Oswego sont venus lui dire au revoir. Ils m'ont serré dans leurs bras, disant que j'étais un père exemplaire, que j'avais donné à Mila une belle vie, aussi courte soit-elle. Je suis resté près de son cercueil, entouré de ses peintures, le cœur en morceaux. Mila était partie, mais son sourire, son amour persistait comme la lumière du soleil sur le lac. Après les funérailles, ma vie a lentement retrouvé son rythme, bien qu'il s'agisse d'un rythme atténué sans sa lumière d'antan. Je suis retourné au travail, me plongeant à nouveau dans les plans techniques, les réunions et les longues journées sur les chantiers. Mes collègues me regardaient avec respect, non seulement pour mes compétences, mais aussi pour ma résilience. Ils ne le disaient pas à voix haute, mais je voyais dans leurs yeux un mélange d'admiration et de pitié. « Léon, tu es vraiment fort », a dit un collègue en me tapant sur l'épaule. J'ai esquissé un faible sourire et j'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je savais que je n'étais pas fort. Je survivais simplement, tenant ma promesse à Mila. 1 an plus tard,
on m'a confié la direction de la reconstruction du pont de Fremont, un projet colossal en Oregon. C'était un défi énorme, mais je m'y suis jeté corps et âme, comme si la construction de ce pont pouvait reconstruire une partie de mon cœur brisé. J'ai travaillé jour et nuit, vérifiant chaque détail, coordonnant avec l'équipe d'ingénierie, assurant la perfection. Lorsque le pont a été achevé, se dressant fièrement au-dessus de Portland, la presse locale l'a qualifié de nouveau symbole de la résilience et de la volonté humaine. Je me suis tenu près du pont, regardant la rivière Willamette couler tranquillement en dessous, et j'ai pensé à Mila. Si elle était là, elle peindrait ce pont avec des lignes vibrantes et des rayons de soleil le traversant. Le succès du projet m'a élevé à de nouveaux sommets. L'entreprise m'a promu directeur de l'ingénierie régionale du Nord-Ouest, un poste dont je n'avais jamais rêvé quand j'ai commencé ma carrière. Les journaux locaux et les chaînes de télévision m'ont sollicité, me qualifiant d'homme qui s'est relevé de la tragédie. Ils m'ont interviewé, posant des questions sur le pont, sur mon parcours. Lors d'une interview, j'ai regardé la caméra et j'ai dit « Rien n'est plus durable que la résilience humaine ». La citation était partout, dans les journaux, à la télévision, dans des articles qui me louaient. Mais chaque fois que je l'entendais, je ne pensais qu'à Mila, à sa force face à sa maladie. Et je savais que ma résilience venait d'elle. Malgré les éloges, je vivais simplement dans la petite maison au bord du lac Oswego. Je n'ai jamais parlé de ma douleur, ne l'ai jamais partagée avec personne. Collègues, amis, même mes parents savaient que je portais une blessure non cicatrisée, mais je ne voulais pas qu'ils la voient. Je me souvenais tranquillement de Mila, de son sourire, de son rire, de ses peintures. Chaque fois que je passais par le parc où elle avait l'habitude de dessiner, je m'arrêtais, respirant l'air frais, sentant sa présence à mes côtés. Un après-midi tardif, alors que la lumière dorée du soleil s'étirait sur le lac, je suis rentré d'une longue journée au bureau. Je me suis figé à la vue de ceux qui se trouvaient devant mon porche. Monica et ses parents, Hélène et Richard. Ils avaient l'air usés, leurs vêtements en désordre, leurs yeux évitant les miens. Monica était plus mince, ses cheveux autrefois brillants maintenant emmêlés, ses yeux rouges de larmes. Ses parents se tenaient derrière elle, la tête baissée, incapables de croiser mon regard. Je suis resté là, ressentant un calme étrange. « Entrez », ai-je dit d'un ton égal, en ouvrant la porte. Dans le salon, j'ai préparé du thé, posant 3 tasses sur la table. Monica s'est assise en face de moi, ses mains se tordant, ses yeux vacillants. « Léon » a-t-elle commencé, sa voix tremblante, puis est tombée à genoux, les larmes coulant. « S'il te plaît, peux-tu me pardonner ? J'ai eu tort. Il m'a abandonné. M'a quitté pour une femme plus jeune et plus riche. » Elle a sangloté, sa voix étranglée. « Je n'ai plus rien, Léon. Je sais que j'ai eu tort de te quitter, de quitter Mila. » Le nom de Mila de ses lèvres m'a serré le cœur. Mais je suis resté silencieux, l'observant simplement. Hélène a pris la parole, sa voix plus douce que la froideur des années passées. « Nous le regrettons aussi, Léon. Nous n'aurions pas dû partir. Ma n'aurait pas dû te dire ces choses. Maintenant, là-bas, les gens nous méprisent. Nous jugent. » Richard a hoché la tête, les yeux lourds. « Nous voulons réparer nos torts. Donner à Monica une chance de revenir. » Leurs mots résonnaient, mais ils me semblaient lointains. J'ai regardé Monica, ses parents, et j'ai réalisé une vérité douloureuse. Ils n'étaient pas ici par remords sincères. Ils sont venus parce que j'avais réussi maintenant, à cause de ma réputation, de mon rôle de directeur de l'ingénierie régionale du Nord-Ouest. Ils ne voulaient pas que Monica revienne avec moi. Ils voulaient qu'elle revienne avec un homme qui a réussi. Je suis resté assis là, sirotant mon thé, laissant le silence s'étirer. Monica sanglotait, répétant « Je t'aime toujours, Léon. » Vraiment. Mais le triste sourire sur mes lèvres était une réponse suffisante. J'ai regardé la femme qui avait été mon monde et j'ai dit, ma voix douce mais ferme. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, Monica. Mais le pardon ne signifie pas revenir en arrière. Certaines blessures ne peuvent que se refermer, pas guérir. » Elle a cessé de pleurer, me fixant, les yeux pleins de confusion. Hélène et Richard sont restés silencieux, ne sachant que dire. La pièce était lourde, mais je me sentais plus léger, comme si je m'étais débarrassé d'un fardeau. Je me suis levé, leur montrant la porte. Le soleil de l'après-midi réchauffait mon visage, calme et serein. Monica s'est retournée sur le point de dire quelque chose, mais j'ai secoué la tête. « Je te souhaite du bonheur », ai-je dit,
puis j'ai fermé la porte. Ils sont partis, leurs silhouettes s'estompant dans le coucher du soleil, et je savais que c'était la dernière fois que je les verrais. Cette nuit-là, je me suis assis au bord du lac, sous l'arbre où Mila avait l'habitude de peindre. J'ai ouvert son petit journal où elle avait griffonné « Je veux que papa trouve le vrai bonheur. Ne retourne pas à ce qui t'a fait du mal. » J'ai lu et relu, des larmes coulant sur mes joues, mais cette fois elles n'étaient pas lourdes. J'ai fermé le journal, j'ai regardé l'eau calme reflétant le clair de lune, et j'ai souri. Mila avait raison. J'avais appris à lâcher prise, pas seulement de Monica, pas seulement du passé, mais de la douleur dans mon cœur. Je me suis levé, respirant l'air frais de la nuit, sentant une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Après toutes les tribulations, j'ai choisi une vie tranquille au bord du lac Oswego. Chaque matin, je me levais tôt, préparais une tasse de café et me promenais autour du lac. J'aime m'arrêter sous le vieil arbre où Mila et moi regardions les couchers de soleil, où elle gloussait quand un écureuil passait en courant. Je restais là, écoutant l'eau clapoter doucement contre le rivage, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis des années. À l'époque où Mila était encore là, je courais toujours contre la montre, les factures et les peurs. Maintenant, dans le calme du lac, j'ai trouvé un petit coin pour guérir, pour apprendre à vivre sans laisser la douleur me consumer. Je ne gardais plus de rancune, ni contre Monica, ses parents, ni même le destin. J'ai compris que le pardon ne consistait pas à accepter les torts des autres, mais à me libérer de la haine. J'avais autrefois été en colère contre Monica, blessé par ce qu'elle avait fait, mais maintenant je ne ressentais qu'une légèreté. Elle avait choisi son chemin, et j'avais choisi le mien. Mila m'a appris que le véritable amour ne s'accroche pas, ne possède pas. Il vit dans votre cœur. De la même manière que je sentais encore Mila chaque jour, j'ai appris que l'amour ne peut pas toujours être retenu, mais que le vrai soin ne s'estompe jamais. Bien que Mila soit partie, elle est restée dans mes petites habitudes. Chaque matin, en coupant du pain grillé et en étalant de la confiture de fraises, je me souvenais comment elle prenait une grande bouchée et souriait, de la confiture étalée sur ses lèvres. Chaque soir, en me promenant au bord du lac, je me rappelais la voir courir devant, pointant un signe et disant « Papa, je vais peindre ça ». Ses dessins étaient toujours accrochés dans la maison. Et chaque fois que je les regardais, je souriais. Un sourire doux, non plus douloureux, parce que je savais que Mila avait vécu une vie courte mais vibrante. Et j'avais tout fait pour la rendre heureuse. J'ai réalisé que parfois, la chose la plus forte n'est pas de se battre, mais d'oser lâcher prise et de continuer à vivre. La vie m'avait presque tout pris. Monica, que j'avais aimée profondément, Mila, ma seule lumière. Mais elle m'a aussi laissé quelque chose de plus précieux. La clarté et la compassion. Je n'étais plus le Léon qui s'enterrait dans le travail, essayant de maintenir une famille en ruine. J'étais le Léon de maintenant, qui a appris à chérir chaque instant, chaque souffle, et qui savait que même dans la perte, il y avait encore quelque chose qui valait la peine de vivre. Un jour, en passant par le parc, j'ai vu une affiche concernant un fonds pour les enfants atteints de maladies rares. Je me suis arrêté, lisant chaque ligne, mon cœur s'agitant. J'ai pensé à Mila, à ses jours dans le lit d'hôpital, à d'autres familles à l'hôpital luttant avec les factures et les peurs comme je l'avais fait. Sans trop réfléchir, j'ai contacté le fonds, proposant mon aide. J'ai commencé à contribuer discrètement, en donnant de l'argent, en soutenant les familles en difficulté, et parfois en visitant l'hôpital pour parler avec les enfants qui luttaient contre la maladie. Je n'ai pas partagé mon histoire ni mentionné Mila, mais chaque fois que je regardais dans les yeux de ces enfants, je la voyais. Sa force, son optimisme, son amour pour la vie. Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance ou les éloges. Je l'ai fait pour Mila, pour laisser son amour se propager, pour garder ses peintures et ses rêves vivants dans le monde. Chaque fois que j'aidais une famille à payer des médicaments ou que j'apportais un livre d'images à un enfant à l'hôpital, j'avais l'impression de réaliser un petit rêve de la carte du bonheur de Mila. Et bien que cela n'efface pas la douleur, cela la rendait plus légère. Parfois, lors de réunions avec des collègues ou des amis, des jeunes me posaient des questions sur le mariage et la famille. Ils étaient curieux, voulant savoir comment j'avais surmonté la perte pour devenir l'homme calme et prospère qu'ils voyaient. Léon avec une tristesse discrète. Je souriais, sirotais mon café et disais, n'attendez pas de perdre quelque chose pour le chérir. Ne restez pas silencieux trop longtemps, car le silence peut tuer même un amour. Il hochait la tête, mais je savais qu'il ne pouvait pas comprendre complètement. Seuls ceux qui ont perdu ce qui est le plus précieux savent que les mots non dits et les moments manqués sont les blessures les plus profondes. Chaque nuit avant de me coucher,
j'ouvrais le petit journal de Mila, lisant ces mots griffonnés. Je ne pleurais plus, je souriais seulement, sentant sa présence à chaque page. Mila m'a appris à aimer correctement, à vivre avec gratitude même quand la vie est cruelle. Et je savais que bien qu'elle soit partie, je porterais cet amour avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Mon histoire ne se termine pas par le chagrin, mais par une simple leçon. Toute douleur passe si vous aimez correctement et vivez avec gratitude. Je me suis tenu au bord du lac Oswego, regardant le clair de lune se refléter sur l'eau, sentant mon cœur s'alléger. Mila était partie, mais elle m'a laissé un cadeau inestimable. Un cœur qui sait aimer, pardonner et vivre pour ce qui est bon. J'ai continué ma route, portant son sourire, sachant que quoi qu'il arrive, je ne serai jamais seul.